Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de Up for SketchUp. Si vous êtes décorateur ou architecte d'intérieur, vous connaissez forcément SketchUp, l'un des logiciels de modélisation 3D de référence. Eh bien, Up for SketchUp est une extension qui propose une bibliothèque en ligne de meubles et objets déco pour personnaliser et affiner les projets. On y trouve plus de 150 marques de mobilier et revêtements et plus de 100 000 références. Le catalogue est vraiment très riche. Non seulement c'est ultra pratique, un gain de temps considérable dans vos recherches car tout est inclus, les 3D, les références en fait sont déjà modélisées ou grande nouveauté, vous pouvez désormais générer vos propres 3D grâce à un générateur de 3D IA. Vous retrouverez aussi les infos produits, les prix, il y a même une synchronisation de tous vos téléchargements pour mieux piloter votre budget. Puis, il suffit de cliquer pour passer commande et être mis en relation directe avec les marques. Détail non négligeable, cette shopping list peut être directement transmise à votre client, ce qui vous permet de toucher des commissions et donc d'augmenter vos revenus. L'outil reste très simple d'utilisation avec un moteur de recherche par filtre et mots-clés et la possibilité de créer votre propre bibliothèque personnalisée. L'abonnement à Up se fait par mois ou à l'année et parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'architectes d'intérieur qui écoutent Décodeur, Up vous propose une remise de 30% avec le code Décodeur. N'hésitez pas, c'est vraiment un super service. Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je reçois une femme qui incarne une architecture poétique engagée qui fait avec grâce des passerelles entre les cultures, les disciplines et même les époques. Elle est architecte, scénographe, directrice artistique. Elle travaille la matière comme un écrivain pourrait travailler les mots et intervient dans des lieux emblématiques à travers le monde. Elle conçoit les espaces, les meubles comme des œuvres vivantes dans lesquelles l'émotion est au cœur de tout. Bref, sans plus attendre, bienvenue Alina Smardaman. Merci Hortense. Bonjour. Bonjour. Parfois je commence pas toujours par le parcours, par les débuts, mais avec vous, je pense que c'est vraiment important de commencer au commencement. Vous avez grandi au Liban dans les années 80. Dans quel environnement vous avez grandi ? Alors oui, je suis née à Beyrouth et j'aime beaucoup dire que mon agence Culture in Architecture est née à Beyrouth comme moi aussi. Donc je suis née à Beyrouth dans un contexte d'adversité parce que les années 80, c'était une histoire de guerre civile, voilà, de chaos. Mais quelque part, c'est aussi mon enfance. Donc j'en garde un souvenir à la fois délicieux et parfois un peu étrange de réaliser après coup ce qu'on a vécu. Je pense beaucoup à la situation que traverse le monde en ce moment et en réalité, c'est vrai que mon enfance a également contribué à forger mon caractère. C'est là que je me suis attachée beaucoup à la lecture, aux livres, à cet acte de résistance par la quête de la beauté ou par la littérature. Donc oui, je garde de mon enfance cette connexion avec le monde de l'imaginaire, avec la littérature comme armure, avec la lecture comme un monde intérieur et avec cette idée aussi qu'on peut se construire un monde à soi, presque architectural, architectonique, avec ce qui reste, avec les ruines et avec l'histoire, avec les histoires qu'on aime se raconter. C'est vrai que quand je
réalise ce que j'ai vécu, ce qui n'a jamais été un traumatisme parce que j'ai eu la chance d'être entourée de beaucoup d'amour. On est une famille très soudée, des amis très soudés. J'ai encore mon clan d'amis libanais. On a vécu, quand on traverse des moments comme ça ensemble, où on va à l'école, parfois on dort dans les préaux, on rentre 2 jours après, ou voilà, ça soude des liens qui sont quand même très différents. Donc j'ai quand même des souvenirs très heureux d'enfance, comme tout le monde. J'ai eu une enfance merveilleuse parce que la Méditerranée, parce que le Liban, parce que malgré l'adversité, il y a toujours ce sens de l'hospitalité, cet amour de la vie, célébrer la vie à tout moment, malgré tout. Mais c'est vrai qu'en regardant aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe, l'angoisse pour moi ou l'anxiété de l'état du monde est peut-être encore plus exagérée que celle d'autres personnes parce que je l'ai vraiment vécu dans ma chair. En fait, j'en ai pas gardé un traumatisme, mais je me rends compte que ça a réveillé ma conscience sur l'importance de résister par la beauté, par notre pratique au quotidien de métiers qu'on aime. Donc, je suis plus partisane de cultiver cette idée du travail dans la joie et l'épanouissement plutôt que de compter ses heures dans le travail. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'en effet, nous avons beaucoup de chance de vivre dans des villes où tout va bien, où la culture, la beauté sont à portée de main et où on peut s'épanouir. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et c'est ce que je retiens de mon enfance au Liban, à l'opposé de ce qu'on peut imaginer qu'une enfance pendant l'adversité peut apporter. Ouais. Alors, quel a été votre parcours? Comment vous avez appris votre métier? Alors, j'ai voulu très tôt être architecte. Mon père est un industriel, donc avec ses 2 frères, ils ont toujours été sur des chantiers avec une grosse entreprise qui travaille dans la construction, en fait, et les matériaux, et l'architecture, et les plans. Donc, j'ai un peu baigné dans ça. Ensuite, quand vous grandissez au Liban, il y a toujours ce désir de reconstruire. En fait, l'architecture est associée à l'acte de préserver et de reconstruire. Elle n'est pas simplement associée à l'acte d'imaginer et de projeter un projet dans le futur. Donc, quelque part, j'ai tout de suite eu ce déclic pour le métier d'architecte. J'ai toujours aussi été un peu tiraillée par l'écriture. Je voulais faire un métier plus littéraire et pendant que je faisais mes études d'architecture, j'étais une élève moyenne, je dirais, mais là où je me suis vraiment exprimée à la fin de mes études, les 2 dernières années, pour mon projet de diplôme, je me suis lâchée et j'associais des mots, j'associais des extraits, j'associais des textes à ce que je dessinais en plan, en élévation, en croquis, en perspective. Et soudain, ce jeu de mots, cette relation entre l'écrit et le construit, cette relation spatiale presque de respiration entre un verbe, son sujet, etc., est pour moi très concrètement lié aussi à l'architecture. Et en fait, je ne m'y attendais pas, mais ça m'a beaucoup libérée. Et c'est ainsi que vers la fin de mes études, quand j'ai choisi ce sujet de diplôme d'un centre de méditation, parce que je suis chrétienne maronite, donc catholique. Mes amis sont druzes, musulmans, de toutes les religions. On allait tous ensemble chez les jésuites à l'école. Donc moi, j'ai fait toute mon enfance, en fait, j'ai fait toute mon éducation scolaire chez les jésuites. Et puis on allait chez nos amis pendant le ramadan au iftar. Eux venaient à notre première communion. Donc en fait, on était tous ensemble et soudain, dans des moments qui nous échappaient, nous étions parfois ennemis. Sans le vouloir, en fait. Nous ne l'avons jamais été réellement parce que toutes ces amitiés sont restées très solides. Mais soudain, ces tensions claniques qui reviennent sans arrêt au Liban pouvaient parfois affecter le fait de se voir, de ne pas se voir. Et donc, j'ai choisi de faire un projet de diplôme sur la rencontre des religions et l'élévation par la méditation, alors que je ne suis ni bouddhiste, ni une très grande adepte de pratique de méditation au quotidien. Je pense qu'on peut très bien méditer en travaillant. Et donc, ce projet-là a été un déclic parce que soudain, pareil, j'ai pu mélanger des haïkus que j'aimais, des poèmes associés à une vue depuis la montagne vers les vallées qui pouvaient être les mêmes émotions que pouvait ressentir un moine bouddhiste ou
un califat éclairé ou dans une cathédrale, être élevé spirituellement par le beau sans se rattacher à un sujet de clan, d'appartenance ou de religion. Je pense que c'est ce qui est fédérateur. Et quelque part, ce message a séduit. Et j'ai été donc major de promo. Et puis, à la fois, j'ai reçu une reconnaissance du ministère de la Culture et de l'Ordre des ingénieurs et des architectes, parce que c'était associé à cette distinction de major de promo, en fait. Et soudain, ce sujet qui était très abstrait a permis quelque part de concrétiser presque un rêve qui est celui d'écrire, de lire, d'écrire, de véhiculer un message à la fois par l'écrit, mais en architecture surtout. Et alors aujourd'hui, c'est devenu un peu un positionnement même pour vos projets, votre façon de travailler, votre style. C'est pas un positionnement que je revendique. Pas du tout. Je pense que dans la vie, les choses se font beaucoup plus naturellement qu'on le pense. C'est vrai que peut-être un regard extérieur peut dire « Ah, mais c'est une signature, un positionnement ». Pas du tout. En fait, j'ai vraiment grandi en aimant les livres. Les livres ont été une protection. La littérature m'a fait voyager. C'était une fenêtre sur le monde. J'ai embrassé l'architecture comme une sorte de calling, le mot me vient en anglais, soudain il me vient plus en français, comme une sorte d'appel, en fait, d'appel avec beaucoup de foi que ce que je faisais pouvait compter dans un pays où en effet vous tombez amoureuse des ruines tout autant que vous tombez amoureuse d'une architecture contemporaine ou d'une maison qui n'a pas été touchée. Donc en fait, toutes ces émotions véhiculées par l'architecture, pour moi, renvoient à du romanesque, et le romanesque est souvent écrit. Donc c'était très organique. En fait, cette idée d'écrire avec les matières, d'écrire dans l'espace comme un auteur écrit avec les mots, j'y suis attachée parce que c'est une sorte de romantiser la vie, en fait. Ce poète novalis extraordinaire que Karl Lagerfeld citait souvent aussi, qui dit que ce qui compte dans la vie, c'est en effet la poésie, et c'est en effet d'injecter cette part de romance dans la vie, d'imaginaire, hein, pas de romantisme dans le côté mièvre, mais de côté imaginaire, nous protège beaucoup. Et voilà, c'est ainsi que je pratique mon métier, pas du tout avec une revendication de la poésie, absolument. Je trouve que la poésie, elle est partout. Quand on a le temps, en fait, de s'y intéresser, on n'a pas toujours le temps. Parfois, comme lorsqu'on vient de se croiser, on est un peu happé par la vie, on est happé par le rythme de la vie. Et les temps de pause, les temps de réflexion, ou le luxe aussi de pouvoir pratiquer un métier qu'on aime, c'est de la pure poésie. Donc oui, de feuilleter un livre, de tomber sur une belle image, c'est pas toujours de l'écrit, parfois c'est une image, parfois c'est une photographie, parfois c'est quelque chose qui vient du papier, vient de l'écriture, mais d'une autre manière. Ça peut être l'écriture d'un regard photographique qui séduit au début, mais j'y suis très attachée. Et je pousse beaucoup les gens que je connais, que j'aime, que je fréquente, mes équipes, à rester entourés de livres parce qu'on n'est jamais seul. C'est comme la musique, en fait. La musique est un compagnon à tout moment, les livres aussi, la lecture. Et c'est pas parce qu'on recherche un sujet particulièrement qu'il faut ouvrir un bouquin à ce sujet. Il faut lire toujours n'importe quoi. Et un jour, ça revient et ça nourrit ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers chantiers ? On va revenir de comment vous transposez tout cet amour pour la littérature, pour la pierre aussi. Si on revient un petit peu en arrière, est-ce que vous vous souvenez de vos premiers chantiers, de vos premiers clients ? Oui, bien sûr. Alors, je me souviens déjà qu'étant étudiante, j'ai été fascinée par mon professeur, Ziad Akl, qui est le doyen d'urbanisme de l'Université d'architecture de l'Académie libanaise des beaux-arts, où j'ai fait mes études. J'étais fascinée par son amour du romanesque, justement, et de la littérature et de la langue française. Et mon premier job, c'était chez lui. J'étais d'abord stagiaire chez lui et son cabinet travaillait sur la reconstruction de Beyrouth. Donc, c'était fascinant. Ça, c'est vraiment mes premiers pas en architecture. Je les ai faits au Liban, dans un cabinet libanais d'un architecte qui est merveilleux, emblématique et qui a été aussi un mentor parce qu'il avait un amour, une dévotion totale pour Paris, puisque les universités sont liées. En fait, notre diplôme à l'Académie des Beaux-Arts prépare un diplôme DPLG, en fait, à Paris. Et donc, il m'a poussée vraiment à partir, à voyager, et je lui dois ça aussi. Je lui dois l'amour de Paris, car à l'époque, pendant la guerre civile,
la famille de ma mère a émigré aux États-Unis. Donc en fait, j'avais plus un appel plus facile, c'était beaucoup plus facile pour moi d'aller vers les États-Unis, mais il y avait cet amour de la France, cet amour de la francophonie, de la langue, de la littérature, des architectes français, des musées français, enfin de tout ça qui, quelque part, m'a projeté plutôt vers Paris, mais à partir d'un premier job au Liban. Donc mes premiers chantiers, c'est des chantiers au Liban. Ensuite, quand j'ai monté mon agence, d'abord à Beyrouth, ensuite à Paris, j'ai eu la chance de travailler sur des projets tout de suite assez exceptionnels, je dois dire. Pour moi, exceptionnels peut-être aussi par version idéalisée du projet. C'était en bord de Méditerranée, un hôtel mythique qui avait résisté à la démolition pendant la guerre, mais qui avait quand même porté des traces et des stigmates qu'il fallait restaurer, rénover, dans lequel il y avait aussi des résidences privées. Donc, il y a tout de suite eu, dans ma carrière professionnelle, cette trajectoire où l'hospitalité est rentrée assez rapidement à travers les résidences privées. Donc j'ai commencé à travailler ainsi. Au début, on était 3 personnes, puis 5, puis 10, puis 15. Puis voilà, aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes et on travaille sur des projets dans le monde entier. Et la base à Paris s'est vraiment déployée lorsque nous avons eu la chance de collaborer sur l'hôtel de Crillon, grâce au propriétaire qui avait acquis l'hôtel de Crillon, mais pour qui j'avais déjà travaillé sur des projets privés. Et j'aime beaucoup cette filiation, au-delà du prestige des projets. Ce qui est très intéressant et ce qui compte beaucoup pour moi, c'est ce lien fidèle. Tous les clients avec qui nous avons travaillé sont devenus des personnes proches, nous accompagnent l'agence ou l'agence les accompagne dans leur vie. Et cette notion de fidélité est aussi très importante. De grandir auprès des autres et de s'épanouir avec eux ou de les aider à s'épanouir également. Avec vos clients. Le nom de votre agence, c'est Culture in Architecture. Oui. Vous y teniez? Oui, beaucoup. Ça a été aussi une évidence. Alors bon, j'ai énormément de conseils aujourd'hui qui me disent il faut communiquer sous Aline Asmardaman, Culture in Architecture, c'est bien, mais c'est très important de communiquer sous son propre nom. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes un. Avec Culture in Architecture, ça a fusionné complètement. Tout le monde sait que c'est moi qui suis derrière. Oui, pourquoi ces 2 mots? Parce que d'abord, ils sonnent pareil en français et en anglais. J'aime cette idée de la culture comme pont, en fait, entre les continents, entre les peuples, entre la main, la pensée, la main et puis le geste et l'incarnation du geste. Cette idée de culture comme acte de résistance, ce qui m'a protégée, ce qui m'a propulsée, ça a été vraiment cette foi absolue que de s'attacher à une idée qui est le monde de l'abstrait, de s'attacher à des mots qui est également le monde de l'abstrait, un grand luxe, peut réellement impacter votre vie au quotidien. Et donc l'architecture, qui est cette trace que les architectes laissent parfois en matière, est un acte de responsabilité totale. Ce n'est pas des pop-up, on ne parle pas de petits projets éphémères. Alors, j'adore faire des scénographies éphémères, mais j'y pense aussi beaucoup comme un projet pérenne. J'aime cette idée que la culture, c'est une fondation très solide, l'architecture aussi, et les 2 fondations font naître des émotions exceptionnelles. Et aujourd'hui, dans nos projets, c'est ce qu'on raconte. En hôtellerie, c'est ce qu'on recherche. On recherche ce lien, cette connexion émotionnelle très forte et culturelle, contextuelle dans un projet, une histoire unique. Pourquoi un intérieur à Venise ou un bâtiment à Venise ne peut absolument pas être ailleurs? Pourquoi son intérieur ne reflète et incarne la quintessence de son être, de son architecture? C'est parce que tout est pensé, tout est dosé justement pour incarner cette idée de connexion culturelle très forte. Donc ça peut sonner très vague aussi, culture in architecture, mais c'est à la fois très précis dans mon travail et très incarné. J'aime bien les messages qui peuvent porter un sens et être incarnés par une vie au quotidien et non pas juste un jeu de mots ou voilà,
c'est pas un effet de style. Culture et architecture, c'est vraiment deux fondations essentielles qui font naître ce troisième pilier qui est cette idée plus philosophique de l'émotion en fait. Ouais, peut-être pour illustrer ça, on peut parler donc de ce projet. Vous disiez l'hôtel, je sais jamais, on dit l'hôtel de Crillon, le Crillon, du Crillon. Alors on dit très précisément, et merci de te poser la question Hortense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'embarrassent pas du tout de cette question, beaucoup de personnes qui disent le Crillon, mais en fait non, c'est hôtel de Crillon. Voilà. Donc c'est ce grand hôtel qui est place de la Concorde. Oui. Donc quel était le brief en fait? Oui, alors très belle aventure que j'ai commencée en 2012 à peu près, donc vers 2011-2012. L'hôtel a fermé en 2013 pour 5 ans de travaux. J'ai été à la fois directrice artistique de l'ensemble de la rénovation et des travaux. Mon équipe et moi étions les architectes d'intérieur parmi plusieurs autres cabinets que j'ai invités moi-même en tant que directrice artistique. Donc mon second chapeau, c'était l'agence en tant qu'architecte d'intérieur des espaces de salons historiques et de suites exceptionnelles de l'hôtel de Crillon. Et puis ma troisième casquette a été due à une rencontre et à un rêve fou. C'était celui de collaborer avec le grand maître Karl Lagerfeld. Et ça a été mon troisième mandat. Donc j'avais 3 casquettes sur le projet. Ça a été vraiment un projet fondateur pour moi, pour l'agence, puisqu'il s'est déroulé pendant plus de 5-6 ans. J'en ai écrit le scénario presque comme on écrit un scénario de film, avant même que toute idée de rénovation commence réellement. Et puis, c'est arrivé aussi avec des très beaux liens de grâce avec le propriétaire avec qui on travaillait sur des projets privés et qui, grâce à la confiance que nous avions reçue, m'a confié cette mission vraiment merveilleuse de piloter ce projet. Voilà. Mais ce que je retiens de ce projet, c'est une grande joie créative et puis surtout une merveilleuse rencontre qui a à tout jamais transformé. Ah, allez, on va en parler. On peut en parler. Oui. On peut en parler tout de suite. Vous avez plusieurs fois collaboré avec Karl Lagerfeld. Qu'est-ce que vous retenez de vos collaborations ? Alors d'abord, je retiens la vivacité de notre rencontre, de notre première rencontre. C'est ce qui était très beau, très pur dans cette rencontre avec Monsieur Lagerfeld. Ça a été cet acte ingénu aussi d'une lettre manuscrite. Je n'ai pas été présentée par un intermédiaire, je n'ai pas pris rendez-vous professionnellement. J'adorais aller à la librairie Setel depuis toujours. D'ailleurs, cette librairie tient une place très importante dans ma vie professionnelle et personnelle aussi. Aujourd'hui, elle a été rachetée par Chanel, c'est devenu un lieu de rencontre de culture extraordinaire où j'apprends, je me nourris toutes les semaines. C'est très, très, très riche et dense. Mais c'est là que j'ai rencontré Karl Lagerfeld. J'achetais des livres, comme tous les clients du 7L. Et un jour, quand mon obsession a été débordante de travailler et de collaborer avec Karl Lagerfeld, j'ai écrit cette lettre et je l'ai mise dans mon sac à main. J'ai marché jusqu'à la librairie Setel qui se trouve à quelques pas de ce bureau. Et puis, j'ai demandé si on pouvait laisser la lettre sur le bureau de Monsieur Lagerfeld. Et on m'a dit, en fait, on n'est pas vraiment une boîte à lettres. Non, si tout le monde faisait ça, c'était bon. Dans les années 2012-2013, Karl était photographié à la une de tous les magazines avec des bras de Shiva. J'ai cette couverture encore du Business of Fashion. Il avait plusieurs bras de Shiva. Il refusait 200 projets par mois. Donc, c'était vraiment une bouteille jetée à la mer. Et cet acte très ingénu qui revient à l'essence même, l'écriture, les livres, le papier, une sorte de lien comme ça très fort entre certaines personnes qui ont ce même amour pour tout ça. Par miracle et aussi grâce à la grande générosité du libraire Vincent Pointé, la lettre est arrivée sur le bureau de Monsieur Lagerfeld. Il a aimé la lettre, il m'a appelé le lendemain et je l'ai rencontré 48 heures après. Donc cet acte-là aussi est très puissant, révélateur chez quelqu'un comme Karl Lagerfeld aussi de recherche de formes de poésie pure. Donc c'était vraiment une connexion très pure, très forte. Alors bien évidemment, après, il y a eu la rencontre, il y a eu aussi le petit challenge de travailler ensemble. Et Karl Lagerfeld, c'était pas quelqu'un que vous pouviez bluffer ou charmer d'une manière ou d'une autre. Il voyait tout de suite en vous ce que vous étiez vraiment. Et puis surtout, quand il m'a appelé le lendemain, 48 heures après, je le rencontrais. Je n'ai pas inventé mon CV ni ma vie. J'ai été avec mon cœur, un ordinateur portable plié en deux et puis juste de quoi avoir une conversation. Et il admirait, il aimait toujours, et il mettait en avant toujours d'ailleurs les métiers d'art et les gens qui bossent avec
avec leur cœur. C'était lui-même un tel acharné du travail, mais de manière tellement élevée et positive. Il y voyait toutes les vertus et je pense que ça nous a aussi énormément reliés. Je pense que quelque part, le fait d'être né au Liban sous les bombes, il a peut-être eu aussi quelque chose de son enfance qui a été un déclencheur vers une quête de beauté. On s'est retrouvés, alors avec beaucoup d'humilité, je le dis, je n'ai jamais été une égale à Karl Lagerfeld et puis j'ai jamais été vraiment une intime, mais je crois que le fait de créer ensemble, c'est une sorte d'intimité qui est assez exceptionnelle. Et depuis ce premier moment où nous nous sommes lancés donc autour de la collaboration des grands appartements, ce qu'il a baptisé lui-même les grands appartements, qu'il a imaginé et que j'ai dessiné avec lui, puisqu'il avait besoin d'un architecte. Donc il a posé 2 conditions. D'abord, d'aller visiter l'hôtel qu'il connaissait par cœur. C'est comme s'il avait une impression 3D de l'hôtel de Crillon dans sa tête. Il savait exactement où aller, où monter, quoi voir, par où on pouvait voir le Grand Palais, l'enfilade d'Ange-Jacques Gabriel, les choses qui étaient réellement d'origine et historique et tout ce qui était pastiche. Il pouvait tout de suite voir. Je me souviens très bien de cette première rencontre avec lui à l'hôtel qui était vidé pour la vente aux enchères et il y avait comme ça de la poussière dans l'air. C'était très beau, magique. Un après-midi très chaud à Paris et Karl est arrivé magnifique, voilà, avec une splendide voiture, un sublime attirail et puis tout de suite il s'est faufilé, il savait où aller et c'était décidé immédiatement où il allait intervenir, comment ça allait s'appeler, les grands appartements. Puis il a dit j'aurais besoin d'un architecte, vous serez mon architecte. Donc ça a été merveilleux aussi. Cette confiance qui est également un test. Alors j'ai besoin d'un architecte, vous serez mon architecte, mais voyons comment on va travailler ensemble. Il ne l'a pas dit. Et là, ça a été pour moi une sorte de... voilà, se jeter aussi dans une quête d'excellence. Pas de perfection, parce qu'on n'est jamais vraiment... ce n'est ni intéressant de rechercher la perfection, mais ni on s'en rapproche. Mais justement, de rechercher cette excellence et ce dessin et l'interprétation concrète des idées de Karl Lagerfeld. Voilà, donc premier projet, l'hôtel de Crillon, et un jour, en pleine séance de travail, alors qu'on travaillait sur l'esquisse des meubles, Karl a dit mais ce serait tellement dommage d'en faire 1 ou 2 uniquement pour l'hôtel, lançons une collection, faisons-en une collection. Et ça a été le second projet, donc notre deuxième collaboration, une collection de mobilier tout en marbre, de sculptures fonctionnelles qui s'appelle Architecture et qui se trouve à la Carpenter's Workshop et qui est un hommage à l'amour de Karl Lagerfeld pour l'Antiquité qu'il qualifié de moderne. Il disait les Grecs ont tout inventé, tout le reste n'est que fioriture, et ils étaient très modernes. Et en effet, donc ça a été cette deuxième collaboration. J'ose espérer qu'il y en aurait eu d'autres si Karl était encore là. Mais en tous les cas, dans mon travail, je me pose tous les jours la question de me dire qu'est-ce que Karl aurait fait, ou est-ce que j'aurais été fière de lui montrer ce dessin, et si je ne suis pas sûre de moi, je préfère recommencer. Donc il est pour moi très très vivant. Ouais. Vous parliez de la confiance qui a été très importante, qui vous a faite, et je crois que la notion pour vous aussi de transmission, c'est important. Alors c'est pas exactement les mêmes valeurs, mais il y a quelque chose en commun quand même. Ben oui, si vous avez raison, Hortense, c'est les mêmes valeurs. La fidélité ou la transmission est une forme de fidélité. C'est sûr, j'ai beaucoup de respect pour le patrimoine, pour l'héritage, pour ce qui reste. Encore une fois, peut-être un retour à mon enfance, mais je ne suis pas la seule. Les architectes, de manière générale, sont toujours à la recherche de la préservation, de la conservation d'un patrimoine. Pour moi, un patrimoine, c'est tout aussi important lorsqu'on touche à un bâtiment du XVIIIe siècle ou lorsqu'on s'émerveille devant un temple de l'Antiquité, ou bien lorsque on rentre dans un lieu où on n'a pas forcément envie de tout démolir, même s'il date des années 60 et que les années 60 ne sont pas encore inscrits tout le temps au patrimoine. Donc en fait, cette notion de patrimoine et d'héritage, c'est une forme de connexion particulière avec ce qui existe, ce qu'on peut conserver. On parle beaucoup de développement durable aujourd'hui en architecture. J'aime rappeler que le développement durable, ce n'est pas un calcul
sur une calculatrice avec des ingénieurs, combien d'énergie je consomme, combien d'énergie je peux économiser. D'ailleurs, Rudy Ricciotti le dit très bien dans un livre qui s'appelle Blitzkrieg, qui est un de mes écrits préférés de lui, où il imagine une guerre éclair sur des villages dans le sud des villes dans le sud de la France, où il faut démolir tout ce qui a été construit par les normes. Parfois, les normes, si vous les suivez, enlaidissent votre vision de la chose. Il n'y a plus de poésie si tout rentre dans des cases. Bien entendu qu'il faut respecter les normes en vigueur et ce qui nous entoure, mais le premier acte intuitif de respect, c'est de conserver. Avant même de commencer à se dire en architecture contemporaine comment je fais, si on arrive sur un terrain où il y a des bâtiments construits, il y a des bâtiments qui existent, parfois l'acte de greffe contemporaine à ce qui existe, même s'il n'a pas une valeur exceptionnelle, est beaucoup plus intéressant que l'acte de démolition totale et de reconstruction aux normes. Donc en ça, je pense que cette forme de fidélité est aussi une question de transmission d'une époque à une autre, mais aussi d'une personne à une autre. J'aime cette filiation en histoire de l'architecture et aussi entre les êtres. Ouais. Concrètement, comment vous travaillez? Comment vous abordez les projets? On peut parler par exemple vous avez assuré la rénovation du Jules Verne au deuxième étage de la Tour Eiffel. Comment vous êtes mis au travail? Est-ce que vous avez une méthode, vous concrètement, à quoi ce sera peut-être la question d'après, ressemble votre journée? Oui, c'est intéressant comme question. Le restaurant Le Jules Verne, je l'ai fait main dans la main avec Frédéric Anton et avec une femme merveilleuse qui s'appelle Nathalie Bellon du groupe Sodexo. Et c'était un concours qui était un vrai challenge, à la fois pour le groupe, parce que la ville de Paris, tous les 10 ans, remet en concours la concession. Et à l'époque, Frédéric Anton n'était pas là. Le groupe Sodexo devait se repositionner avec un architecte. Plusieurs chefs étaient en compétition et plusieurs groupes étaient en compétition. Et donc, en fait, il fallait déjà aider à se réapproprier le lieu. Mais là où c'était super, c'est que ces conversations culinaires, architecturales, de composition, de construction, c'est des vraies architectures aussi. J'ai été fascinée par le travail de Frédéric Anton. On a fait équipe ensemble et on a réalisé un très beau projet. La méthode, c'est d'abord d'être à l'écoute. Donc en fait, ce qui était très intéressant dans cet exercice, c'était l'écoute à plusieurs niveaux. L'écoute tout simplement de la ville de Paris, de cette icône, la sentinelle de Paris. C'est Françoise Sagan qui appelle la Tour Eiffel par ces mots. Elle dit que la Tour Eiffel, c'est la sentinelle de Paris par excellence. Et puis d'aller rechercher des histoires au-delà du cliché des aventures de l'auteur. Pour moi, Jules Verne est un auteur prolifique, extraordinaire, des voyages extraordinaires, mais je ne voulais pas du tout refaire un décor qui serait un décor de livre ou un décor de film pour un film sur Jules Verne. Non, Jules Verne, pour moi, incarnait l'époque donc industrielle, avec toute cette révolution industrielle, donc ramener à cette idée de la photographie argentique. À partir de là, tout un tas de références s'ouvraient à moi, l'idée aussi du Paris 1900, l'idée d'un monument, femme, qui est donc la tour Eiffel. J'ai beaucoup joué sur ça aussi. Je me suis sentie presque, dans l'obligation de rappeler que la tour Eiffel avait des attributs féminins, qu'elle avait inspiré les Barésy, que c'était une icône féminine, en effet. Et en faisant même quelques recherches, parce que évidemment, ma méthode, c'est toujours de revenir vers les livres, vers la lecture, j'avais réalisé que tous les noms des ingénieurs qui étaient inscrits sur la frise au premier étage, apparemment, manquait d'un nom qui était celui d'une femme ingénieure qui avait travaillé de manière très approfondie sur l'étude de l'arche, parce que ce qui porte quand même les arbalétriers et ces 4 pilastres, c'est la forme de l'arche aussi qui fait que cette tour s'élève vers le ciel. Et donc c'était plein de petites choses comme ça qui faisaient en sorte que je gardais toujours le curseur entre cette féminité très affirmée de la tour, mais son acte d'ingénierie fou de Gustave Eiffel, comment marier les deux en même temps, mais également un exercice opérationnel de fond et d'architecture, d'agencement réalisé avec les équipes, avec Frédéric Anton, avec le groupe Sodexo, où on a vraiment souhaité mettre à nu tout le plateau du second étage et on est reparti de zéro. Donc on a gagné en place, on a créé et creusé des espaces qui n'existaient pas et à la place de 3 triangles qui sont les 3 grandes salles,
qui étaient reliés d'abord uniquement par des bretelles, en fait, qu'on traversait. Nous avons vraiment créé des espaces qui sont les alcôves, un espace qui est le comptoir. Et donc, le restaurant, le Jules Verne, devenait aussi un endroit où les Parisiens pouvaient venir découvrir une autre perspective sur l'intérieur de la Tour Eiffel, sur ses poulies. Au plafond, j'ai dessiné des grands luminaires en plâtre qui sont comme des grandes empreintes de ces poulies qui portent les ascenseurs et qui, au total, à la fin de l'année, font 2 fois et demi le tour du monde, si on compte leurs mouvements. Donc en fait, il y a plein d'histoires. Je recherche les histoires. Pour moi, c'est la poésie aussi d'une architecture. C'est d'aller rechercher les histoires et de voir comment, dans le langage que l'on communique, dans les agencements qu'on dessine, dans les objets qui vont peupler l'endroit, les histoires sont incarnées. Et on se pose la question de se dire mais pourquoi ces grands cercles au plafond? C'est un rappel aux poulies, des poulies, et c'est 2 fois et demi le tour du monde. Et soudain, c'est là que Jules Verne et le sens de l'aventure revient. Et ça a été un projet très ambitieux, à la fois architecture, patrimoine, parce que c'est un autre genre de patrimoine. Il y avait l'hôtel de Crillon, bâtiment du XVIIIe siècle français. Là, c'est une architecture industrielle, mais quand même, c'est une des icônes du monde entier et de la ville de Paris. Et puis, on a été dans un travail de fond aussi sur le parvis, à partir du pilier sud, sur un travail de l'ascension, de la mise en scène du grand pilier, des arbalétriers à l'intérieur avec un jeu de miroirs, jusqu'à un détail auquel je suis très attachée, qui est l'assiette littéraire. Ça a été une très jolie collaboration aussi avec la maison Leblond de Lienne, entreprise du patrimoine vivant, dirigée par une femme qui est également une amie, Juliette de Blégier. Et j'admire son courage d'ailleurs. Et surtout, je suis très reconnaissante à Frédéric d'avoir accepté cette petite folie. C'est une assiette littéraire. Ce n'est pas une assiette qui vous retrouve à table, une assiette ronde, circulaire, vide. Parce qu'en général, dans un restaurant gastronomique, comme vous savez, vous êtes à table et il y a l'assiette de présentation. L'assiette de présentation repart à la cuisine et vos plats arrivent. Et là, plutôt qu'une assiette de présentation ordinaire, nous avons travaillé des livres sculptés avec Leblond de Lienne, et j'ai choisi des extraits des voyages extraordinaires de Jules Verne qui ont été gravés sur chacun des livres. Et donc, c'est l'idée de commencer par l'art de la conversation, par ce moment où on lit et on se regarde et on s'interroge et on dit « Ah, pourquoi ?» Mais en fait, oui, Jules Verne, le livre. Et du coup, on revient à l'essence même de l'auteur et aussi à cette idée très amusante de réinterpréter l'assiette en la nommant cette fois assiette littéraire. Donc le geste est très amusant parce que le maître d'hôtel vient vous prendre votre assiette littéraire après que vous ayez eu votre début de mise en bouche intellectuelle et conversation, et puis il le place sur des étagères. Donc au fil de la soirée ou au fil du repas, les bibliothèques se parent de ces livres blancs avec les extraits. Donc toujours l'importance des mots, de la littérature, mais pas de manière caricaturale, donc pas de décor qui est un décor d'un des romans de Jules Verne, mais vraiment un décor qui est très parisien, rattaché aux valeurs de Paris, d'un restaurant très élégant où on a fait rentrer non seulement les métiers d'art, des plafonds peints à la main, des matières totalement artisanales, mais aussi tout un jeu de miroirs et de reflets pour créer des perspectives avec le ciel de Paris et avec la ville de Paris. Mais concrètement, est-ce que vous dessinez encore? Est-ce que vous êtes encore dans des réunions à votre niveau, des réunions mood board, etc. Complètement. Ou est-ce que vous validez? C'est presque un drame d'ailleurs. Ah, ouais. Non. D'abord, notre métier, c'est d'abord le dessin et la création. Alors la création se fait à plusieurs niveaux. Il faut d'abord avoir l'idée, être sûr de soi. Donc ça, c'est la direction artistique. C'est quoi un directeur artistique? C'est quelqu'un qui est extrêmement sûr et persuadé que l'idée qu'il a est la plus juste et la plus aboutie, car elle rassemble toutes les références pour répondre à un projet. Ensuite, il y a évidemment la confrontation au dessin, parce que tout est dans le dessin d'une courbe, dans l'agencement au millimètre près, dans le scénario d'une pièce, dans un lien, une harmonie qui va exister entre le sol, mur, plafond, l'espace, le volume, l'architecture, la perspective intérieure-extérieure. Je suis architecte de formation, donc je ne pense pas à un décor, je pense vraiment à une architecture dans un intérieur. Et d'ailleurs, sur différents projets en collaboration avec des architectes
du patrimoine ou des architectes du bâtiment ou des architectes d'exécution, on touche aussi à l'architecture, on redessine des façades. Et puis ensuite, oui, l'image, c'est très intéressant que vous parliez de mood board parce que bien sûr, on vit baigné d'images et saturé d'images même. Donc la curation d'images est extrêmement importante. Oui, comment vous vous inspirez? Est-ce que vous allez encore à des salons, vous lisez des magazines ou vous êtes Alors, je vais être très honnête. Des salons très mass market, non. Je trouve qu'il y a une vertu aussi à Instagram et aux réseaux sociaux, c'est que parfois l'information vous parvient sans que vous ayez besoin de vous déplacer et d'être très pollué visuellement, de bruit aussi. Moi, je recherche des moments vraiment de concentration. J'en ai réellement besoin. Je regarde beaucoup d'images, oui, dans les livres. Je suis encore très post-it et bouquins. Voilà, j'ai cette hantise aussi d'avoir le même livre une fois chez moi, une fois au bureau, parce que j'ai pas besoin de le transporter quand j'arrive au bureau et il est postité de la même manière ici et là-bas. Enfin bref, il y a toute une sorte de curation d'images, de références qui est très importante. Je m'appuie aussi beaucoup sur des conversations avec des libraires. J'aime beaucoup me nourrir chez Galignani, mais je compte également beaucoup sur la 7L parce que tous les projets qu'on commence, vraiment, c'est un coup de fil d'abord à la librairie pour voir si on peut regrouper certains ouvrages, passer à la librairie, les regarder, discuter avec les libraires. C'est hyper important pour moi, cette curation enrichie d'un avis qui n'est pas du tout celui d'un autre architecte, mais celui de quelqu'un qui va vous aider à peupler aussi votre imaginaire de références de très grande qualité. Et puis, bien sûr, on est tous aussi sur le net, donc on recherche des images partout, mais j'ai besoin d'être moi-même aussi curatrice de ces images, et je dessine beaucoup. Alors, j'ai une équipe qui est formidable et qui, quelque part, adhère à ma manière de faire. Elle est un peu particulière. On a un groupe WhatsApp qui n'arrête pas, en fait, avec tous les membres de l'équipe. Comme je suis souvent en voyage et comme je viens de vous le dire, en fait, la plupart des chantiers en ce moment sont un peu éparpillés. J'ai besoin de rester très connectée avec mes équipes, c'est-à-dire quand je vois une image dans un livre ou que je vois une image sur Internet ou que je photographie un paysage ou un détail, je l'envoie immédiatement. Alors, ceux qui sont concernés par le projet vont la voir et comprendre de quoi il s'agit parce que je laisse un petit message. Ceux qui ne le sont pas vont se nourrir de ce qu'on fait sur le projet par ailleurs. Et donc, il y a une vraie communauté. On est une vraie petite communauté très soudée qui, soudain, est habitée par les mêmes images, par les mêmes références. Et chacun est encouragé à en trouver aussi. Donc, c'est très intéressant. Mais entre le dessin, l'image et même regarder de nouveau les dessins d'exécution, les plans, bien entendu, il n'y a pas un niveau où vous accédez. Ce n'est pas une sorte d'hiérarchie comme ça de la pensée ou de la posture. Les bons architectes d'intérieur dessinent toute leur vie. C'est très important. Vous travaillez énormément ? Oui, beaucoup. Beaucoup. Mais j'aime ça. C'est la vie que je me suis inventée et que je me suis composée. Et puis surtout, j'ai la chance de pouvoir pratiquer un métier que j'aime, un métier de passion, un métier où on est tout le temps stimulé intellectuellement, où la curiosité n'est jamais réellement assouvie. Et je pense que ça a à voir avec aussi... je ne sais pas, une sorte d'étincelle. Vous gardez en vous votre âme d'enfant. Je pense que ça se voit, ça rajeunit parfois aussi de rester curieux. C'est très important. Donc oui, je travaille beaucoup, mais ce n'est pas un acte de dur labeur. Je travaille vraiment par choix, par conviction et aussi par passion. Oui. Au milieu de tout ça, vous avez lancé votre propre collection de mobilier. C'était quoi, une nouvelle manière de s'exprimer ? Il vous manquait quelque chose ? Comment c'est venu ? Alors, le mobilier, c'est très naturel. Vous en dessinez tout le temps parce que quand vous travaillez sur des projets d'architecture d'intérieur, vous dessinez du mobilier intérieur, du mobilier extérieur, du mobilier à toutes les échelles parce que c'est des résidences, c'est des hôtels. Donc, voilà, il y a des chambres, il y a des salons, il y a des terrasses, il y a un peu de tout. Et puis, c'est vrai qu'il y a un moment où, en effet, vous avez envie de raconter quelque chose qui ne se retrouve pas forcément dans le mobilier que vous faites pour les autres projets, mais qui va parler d'une sorte de témoignage ou d'incarner une certaine vision encore plus poétique, encore plus personnelle. Moi, je pense que les projets que l'on fait sont forcément sur mesure pour les autres. Donc, on est vraiment
à l'écoute d'une marque, à l'écoute d'un opérateur, à l'écoute d'un lieu. C'est très important de pouvoir absorber tout ça et de sortir le projet juste et le dessin juste par rapport à un contexte. Alors que quand vous dessinez un meuble pour lancer une collection de mobilier, vous pouvez aussi avoir un autre champ de liberté. Et c'est ce que j'ai voulu expérimenter quand j'ai lancé ma première collection de mobilier en travaillant ce salon de conversation. Donc pour moi, l'idée de la conversation est importante, l'idée du mouvement, des courbes, de la volupté, de la sensualité. C'est le salon Georgia, inspirée de Georgia O'Keeffe avec cet univers très particulier qu'elle a sur justement les paysages dans lesquels vous plongez, où c'est le cœur d'une fleur, mais en effet, ça vous rapproche plus de l'intimité d'un corps de femme qu'une fleur. Donc c'est ce côté très sensuel, très intime. Et moi, j'ai découvert sa peinture à l'âge de 12 ans, plongée comme ça dedans, sans comprendre ce que c'était, avec des frissons sur la peau, à la National Gallery à Washington, parce que je visitais mes oncles, je visitais mes cousins, et puis je découvre Georgia O'Keeffe, ça m'a jamais quittée. Et donc voilà, quand j'ai dessiné un meuble, j'ai dessiné ce salon de conversation, j'ai pensé à elle, et cette ligne me revenait à chaque fois. Donc cette collection est née. Et puis j'aime beaucoup aussi cette idée qu'on n'est pas... on n'est pas défini par une seule chose, un adjectif, un adverbe, voilà, une qualité unique. On est la somme de tellement de choses contradictoires, et c'est ce qui fait la richesse d'un être humain. Et donc il y a toujours dans mon travail cet équilibre ou cette dualité entre la douceur, entre quelque chose de très brut, entre quelque chose de très dessiné ou quelque chose de vraiment très presque matière première. Et donc il y avait aussi cette collection qui germait en moi, qui était celle de béton littéraire, et donc les deux sont quasiment arrivés en même temps. Béton littéraire, d'ailleurs, je l'ai dédié au début à Toulon et à la Design Parade. Aujourd'hui, on discute ensemble, et puis c'est la semaine de la Design Parade, de la 9e édition, donc c'est merveilleux. C'est un lieu, un havre de paix extraordinaire, un havre de création, de jeunes talents, où en effet, en tant que présidente du jury pour la 7e édition en 2023, j'avais carte blanche, comme tous les présidents du jury, pour faire une exposition. Et puis j'ai appelé cette exposition « L'amour, la mer, les femmes ». Et quand j'ai visité Toulon pour la première fois, figurez-vous, ce n'était pas pour la Design Parade, c'était invité par l'école Camondo pour travailler sur un workshop après l'explosion du port au Liban, avec les étudiants en architecture d'intérieur. Et j'ai découvert que Toulon était en bord de Méditerranée, avec une sorte de grand socle bétonné, tout comme Beyrouth peut l'être. Et il y avait beaucoup d'affinités. Et ça m'a renvoyée à ma Méditerranée. Et quand j'ai été invitée quelques années après à présider le jury pour mon exposition, j'ai imaginé béton littéraire, où des livres s'enchâssent dans du béton qui va être un peu cet acte de fondation intérieure de toutes ces choses qu'on lit, qui nous marquent, qui nous transforment à tout jamais et qui font la personne que nous devenons. Voilà. Donc, Et où est-ce que vous faites fabriquer ça, par exemple ? Alors, béton littéraire, c'est quelque chose que je fabrique avec mes mains aussi, mais pas toute seule, heureusement, parce qu'il faut des grandes scies, il faut un grand atelier. Et je fais ça dans un atelier qui est merveilleux en Italie, qui s'appelle le Laboratorio Morselletto, qui est dans le Veneto. Donc on atterrit à Venise, et puis à 2 heures de route, et dans les terres, à Vicenza, dans cette ville qui est une ville où beaucoup d'artisanat, d'art est pratiqué. Il y a ce laboratoire tenu par des femmes depuis plusieurs générations qui pratiquent une excellence extraordinaire dans le marbre, la pierre, et béton littéraire. Ça a été quelque chose que j'ai pu réaliser là-bas, puisque dans les sculptures fonctionnelles de béton littéraire, les bibliothèques, les socles, les colonnes, les petits serre-livres, il y a toujours des inserts de pierre qui sont comme des feuilles de papier. Et donc j'ai commencé tout cela de cette manière. Alors c'est un agrégat, c'est pas vraiment un béton, qui est très particulier, où du papier, du journal, du carton est broyé aussi pour faire cette pâte assez dense. Et puis dedans, je choisis et je sélectionne des restes et des chutes de pierres sublimes, parce que parfois, un morceau et un fragment est encore plus beau qu'un très grand bloc. Et je m'y attache, et donc j'ai envie de les coller ensemble et de les fusionner ensemble, et ça devient des objets assez particuliers. Donc toute une collection est réalisée dans les laboratoires Morselletto, que ce soit les tables
les Stone Cloud, toute la collection de mobilier en pierre que j'ai appelée la mémoire des pierres. Et la mémoire des pierres, évidemment, c'est la greffe d'une pierre oubliée avec une pierre rare. Et une pierre oubliée, jetée parce qu'elle n'est pas très noble, qui est la pierre dure sur laquelle les marbres sont découpés. Et soudain, ces cicatrices-là font qu'elle est sublimée, en fait. Et j'aime cette idée de la beauté plus proche du sublime de Kant que la beauté parfaite et très lisse. Et voilà, tout ça, je le fais dans ce laboratoire extraordinaire en Italie. Mais mes fauteuils, je les fabrique en France. Il y a toujours cette grande fierté de pouvoir être à Paris, de fréquenter et d'être très proche des entreprises du patrimoine vivant, des meilleurs tapissiers, des meilleurs menuisiers, des meilleurs ferronniers. On travaille avec des gens vraiment extraordinaires. Mais une des plus belles aventures aussi, et qui revient comme ça, comme un grand cercle vertueux à cette rencontre avec Karl Lagerfeld, c'est la collaboration avec les métiers d'art du 19e. Et ça, c'est quelque chose de vraiment merveilleux parce qu'à chaque fois que je visite le 19e, je découvre des savoir-faire exceptionnels. Même si je visite beaucoup, j'ai l'impression de connaître déjà pas mal. Et en fait, à chaque fois, on peut inventer quelque chose de nouveau. J'aime beaucoup cette idée de glissement entre un métier d'art de la mode vers un métier d'art de la décoration. Et donc, pour la Design Parade, on avait commencé aussi par une collaboration qui, aujourd'hui, est représentée dans un lieu qui s'appelle le Petit Salon, dans le bâtiment de Rudy Ricciotti, place Kandberg, justement, au 19e, et qui rassemble tout ce qu'on a pu développer ensemble et qui me nourrit, moi, au quotidien, parce que dans tous les projets que je réalise, je fais appel au métier d'art du 19e pour des choses qui vont à la fois d'un revêtement mural à une broderie sur un paravent ou un grand luminaire réalisé avec les ateliers de Le Marié-Lognon ou des choses complètement exceptionnelles avec Gossens. Enfin, vraiment, j'ai besoin de me nourrir aussi de cette excellence qui est cultivée dans ces ateliers par les 700 artisans qui viennent tous les jours. Et chaque passage est une source d'inspiration pour qu'on développe encore plus. Ouais. Est-ce que vous parliez d'Italie? Sur quel type de projet vous travaillez en ce moment? Alors oui, l'Italie est une destination récurrente. J'en suis ravie. Hein, j'ai presque envie de vous demander, mais où habitez-vous finalement? Oui. Vous habitez partout? Je sais pas. Vous savez pas. Quand je me réveille le matin, il faut toujours quelques petits instants pour réaliser où je suis. Mais pour répondre très concrètement à votre question, je reste très libanaise. Je suis parisienne depuis plusieurs années, mais mon mari est suisse et puis voilà, mes garçons sont entre la Suisse et Paris et New York. Et donc, en fait, je me déplace beaucoup, mais je pense qu'on est tous aujourd'hui un petit peu comme ça, citoyens du monde. Donc, l'Italie, j'y passe peut-être plus de temps que n'importe où ailleurs. Je suis très contente parce que parfois, ça me rapproche de ma Méditerranée. Les Italiens parlent avec leurs mains, avec leur cœur, avec beaucoup de passion. On peut énormément s'engueuler sur un chantier et puis attendre impatiemment de prendre un verre ensemble le soir. Donc, c'est très libanais, tout ça. C'est très méditerranéen, mine de rien. Et puis, je retrouve cet esprit vraiment d'effervescence et de joyeuse création, en fait, très méditerranéenne. C'est vraiment très méditerranéen. L'Italie, j'y vais toutes les semaines, sur 3 destinations différentes. Venise, depuis plus de 8 ans maintenant, pour travailler sur un projet exceptionnel qui arrive à la grande révélation, pas à sa fin, parce que la fin est un début, c'est les éternels recommencements. Et donc, en fait, c'est un palais du XVe siècle qui s'appelle le Palazzo Donna Giovanelli, qui est situé à Cannaregio, le premier sestiere de Venise, et qui a toujours été la résidence de 2 familles, les Donna et les Giovanelli. Au XIXe siècle, il a été une pinacothèque restaurée par Meduna, un autre grand dieu vénitien, architecte, qui restaurait à la fois la Fenice et le Cadoro à 2 ponts et qui rénovait ce palais construit sous le règne de Filippo Calendario, qui est le même architecte qui a construit le palais ducal. Donc en fait, il y a toute une sorte de quintessence d'histoire vénitienne qui est réunie entre ces murs, et ce palais deviendra une adresse, l'hôtel Orient Express à Venise, donc Orient Express, Palazzo Donna Giovanelli à Venise dans quelques mois. Voilà, nous nous approchons de l'inauguration bientôt, et ça a été
c'était c'est un chantier extraordinaire parce qu'on apprend beaucoup. On apprend sur d'abord la spécificité particulière d'un bâtiment vénitien qui est construit sur l'eau, qui a traversé les époques. Partout, il y a une sorte de syndrome de Stendhal. Vous pouvez avoir le syndrome de Stendhal en ouvrant chacune des portes, en regardant un plafond, en regardant les sculptures, les boiseries, les stucs, les peintures. Donc voilà, ça c'est le palais Donna Giovanelli. Ensuite, il y a une autre adresse qui est emblématique et mythique sur le lac de Côme, qui est la Villa d'Este. J'interviens avec mon agence sur la rénovation d'une des villas dans le parc de la Villa d'Este qui s'appelle la Villa Belenzaghi. Le comte Belenzaghi était le comte milanais, maire de Milan, qui a transformé ce monastère qui était la Villa d'Este en icône de l'hôtellerie. Et donc on intervient sur sa villa privée qui a été abandonnée, réannexé au parc, où il y aura non seulement des chambres, des suites, mais aussi des restaurants, un spa, un vrai monde extérieur et intérieur, une piscine dans un jardin. Donc, c'est un petit hôtel à l'intérieur même de cet hôtel mythique. Et puis enfin, la troisième destination, elle est complètement inattendue. C'est à Brindisi, parce que c'est là que se fabrique le train sur lequel je travaille pour l'Arabie Saoudite. Donc le train Dream of the Desert, le rêve du désert, qui lui sera sur rail en 2026, est un partenariat entre Saudi Arabian Rails et l'Italie. Les trains sont des anciens wagons de Trenitalia qui sont complètement restaurés. Un acte de upcycling assez génial parce qu'on part vraiment d'un ancien wagon qui est complètement désossé et puis qui est rhabillé pour devenir le premier train de luxe des pays du Golfe, de toute la région du Moyen-Orient, en fait. Donc, c'est une très belle aventure, mais italienne aussi, finalement. Vous faites beaucoup de choses, là. Votre quotidien, vous jonglez quand même entre archi d'intérieur, scénographe, hôtellerie, luxe, mobilier. Quelle est peut-être l'activité, entre guillemets, est-ce qu'il y a une des activités que vous préférez ? En effet, je jongle entre plusieurs activités, archi d'intérieur, scénographie, mobilier, mais pour moi, c'est très naturel. C'est presque un langage unique, en fait. C'est un abécédaire qui s'enrichit l'un de l'autre. Ce n'est pas une réelle contrainte, véritablement. Peut-être que c'est encore plus facile pour quelqu'un qui pratique ce métier, tout comme quelqu'un qui est né polyglotte. En fait, c'est quand vous parlez plusieurs langues en même temps, sans raisonner, vous pouvez en effet jongler sur ces différents métiers. Je ne pense pas qu'un scénographe ne puisse pas toucher réellement à du mobilier, ou quelqu'un qui dessine du mobilier ne puisse pas se confronter à la notion de l'espace. Je crois véritablement que lorsqu'on comprend cette notion de dessin, de proportion, de recherche, on peut se confronter à cet exercice, peut-être parfois un peu plus difficilement, mais à mon niveau, je crois que l'architecture, le fait d'être architecte de formation et de percevoir le tout avec cette grande perspective qui est celle de l'architecture, c'est beaucoup plus facile de travailler sur l'architecture d'intérieur, sur le mobilier et sur la scénographie. Donc, c'est vraiment comme être polyglotte. Je suis trilingue très naturellement et en fait, je jongle dans tous ces métiers de manière assez aisée. Est-ce qu'il y a un lieu ou un projet que vous rêvez de faire ? Dans vos rêves les plus fous, quelque chose qui vous inspire vraiment J'adorerais travailler béton littéraire à l'échelle d'un bâtiment. J'adorerais ça. J'y pense depuis un moment et j'aimerais beaucoup. Idéalement, à Byblos, le port de l'humanité, au Liban, parce que c'est là que l'alphabet a été inventé. Mais ça viendra peut-être un jour. Et c'est bien que certains rêves restent des rêves. Restent des rêves, voilà. Ouais. On peut se demander, avec tout ce que vous avez dit, à quoi ça ressemble chez vous ? Selon où est votre chez vous mais c'est une très bonne question parce que selon où je suis chez moi est très différent. En Suisse, par exemple, qui est quand même la maison de famille où on se retrouve tous ensemble, je suis mariée avec mon chéri depuis 21 ans. C'est un ancien corps de ferme du XVIIe siècle
où j'ai appris à connaître mes beaux-parents que je n'ai jamais connus et donc où je n'ai envie de rien changer parce qu'en fait, c'est pour moi les retrouver. Les enfants les ont rencontré leurs grands-parents à travers un lieu, à travers un intérieur, à travers des tiroirs méticuleusement rangés, à travers du linge brodé extraordinaire. En fait, j'ai vraiment ce sentiment que les lieux et les objets ont une âme. Et c'est ce qui aide aussi dans ma foi absolue que la beauté peut changer le monde et que la beauté est importante. Ce n'est pas la valeur d'un lieu ou le décor d'un lieu qui est important, mais ce qui est important, c'est ce qu'il va vous raconter sur la personne qui l'a habité avant vous, sur la manière dont vous allez le transmettre. Donc, en Suisse, par exemple, c'est un lieu très intime qui est empreint de mémoire et qui est empreint de choses très suisses. Au Liban, c'est chez mes parents, c'est les alentours de mes parents surtout, donc c'est très marqué aussi de ce que je ressens par rapport à mon enfance. Donc c'est au-delà du décor, mais en fait on habite dans des intérieurs au Liban qui sont très mélangés. C'est cette esthétique orientaliste du Grand Tour, un peu de ces collections, parce que les Libanais, depuis l'origine, les Phéniciens, ça a toujours été le sens du voyage. Donc tous les lieux qui me sont chers de mon enfance au Liban sont empreints de cet esprit du voyage, ce mélange d'une idée de l'Europe, avec toujours un salon Louis XV, Louis XVI, mélangé avec des tapisseries orientalistes, avec des objets égyptiens ou voilà, qui proviennent aussi de la richesse de la culture du bassin méditerranéen ou du bassin orientaliste, je dirais, de cette idée du Grand Orient. Et puis, à Paris, c'est un décor très parisien, très haussmannien, mais il y a toujours quelque chose de mon Liban natal. Les œuvres qui ponctuent mon intérieur à Paris sont très marquées parce qu'elles portent l'empreinte d'artistes libanais ou de textures, de matière, mais qui se marient très bien avec un intérieur parisien. Donc, cette idée de culture et architecture est importante pour moi dans mes intérieurs personnels en tous les cas. Je demande parfois quelle est votre pièce préférée, mais vous, c'est impossible de me répondre. C'est-à-dire le lieu que je préfère? Oui, dans votre maison, mais comme vous en avez plusieurs. En Suisse, ce serait sous les combles, un endroit qui est absolument pas habitable ni habité, mais où il y a une réserve de livres exceptionnelle, parce qu'il y a eu beaucoup de lecteurs dans cette famille et même des grands libraires. Donc c'est l'endroit que je préfère. Il est sous les combles et il est très poétique. Il y a toujours de la poussière suspendue dans l'air et puis une énorme pile de livres, des livres très anciens, des livres plus récents. Et j'aime aussi ça. Et puis chez moi, ici, à Paris, je dirais mon dressing, qui est une sorte de boudoir bibliothèque où je commence mes journées quand je suis à Paris et où il y a des livres à côté de chaussures ou à côté de piles de pierres. Enfin, c'est quelque chose de très personnel. J'aime la féminité, je la cultive totalement dans mes looks. J'aime les bijoux, j'aime les accessoires, j'aime l'acte de s'habiller. Ce n'est pas du tout, encore une fois, une revendication de mode ou d'être à la mode ou à la pointe. Je trouve que c'est quelque part aussi une armure. L'acte de se transformer par un vêtement, c'est important. Et puis, je garde cette image très forte de ma mère où, sous les bombes, en allant se cacher dans les abris, elle avait toujours le petit soin pour sa toilette parce qu'on allait quand même croiser les voisins. Donc en fait, et que c'était bien en fait pour soi, on se sentait encore vivant parce qu'on venait de bien s'habiller et on est propre sur soi. Donc cette idée de cet acte de s'habiller, de jouer avec la mode, peut vous permettre aussi de vous créer une autre réalité et j'aime ça. Donc j'aime cette transformation dans cette petite pièce. Voilà. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment, par exemple? Vous lisez plusieurs livres, j'ai l'impression, en même temps. Oui, plusieurs livres en même temps. Je rentre de New York, alors j'étais très heureuse de rentrer avec des piles de livres en anglais. C'est pas qu'il n'y en a pas à Paris, mais c'est vrai que c'est quand même très amusant d'aller dans des bibliothèques un peu partout dans les villes que vous traversez. Je suis très attachée à une autrice américaine qui s'appelle Lidia Yuknavitch, que j'ai découvert dans un petit village en Suisse depuis plusieurs années, et dont le livre a été adapté au cinéma par Kirsten Stewart
cet été et qui est passé à Cannes, The Chronology of Water. Donc, je l'ai déjà beaucoup lu et relu, mais je le cite volontiers parce qu'il est assez puissant. C'est l'idée de se transformer par l'acte d'écrire, en fait. Et ça a un lien avec l'eau aussi et le fait de nager. Et je pense que c'est très, très beau, très puissant. Je lis pas mal de poésie. J'ai toujours un livre d'Etel Adnan, un livre d'Adonis, qui est un poète syrien, à côté de moi. J'adore le livre d'Etel Adnan, Voyage, guerre, exil. Je trouve qu'il résonne parfaitement avec ce que le monde vit aujourd'hui, parce qu'elle parle de cette idée d'exil qui n'est plus du tout liée à une certaine petite population. C'est vraiment presque un acte universel. On est presque tous en exil aujourd'hui. Et je trouve cette idée très poétique, mais à sa manière, elle le transforme avec une certaine joie, une certaine naïveté. Et puis, il y a toujours une pile de livres. Je sais pas, j'ai Leila Slimani aussi, avec son dernier ouvrage sur ma table de chevet. Il y a plein de choses qui se passent. C'est une table qui est assez fournie. Et vous, ça vous dit pas d'écrire un petit peu ? Alors, j'écris beaucoup, mais j'écris énormément sur les projets qu'on fait. Donc, de prétendre à écrire un roman ou un livre, j'ai beaucoup trop de respect pour les auteurs, pour les journalistes, pour les gens qui en font vraiment un métier. Non, il faut beaucoup de silence et un vrai acte d'isolation. Je pense que ce silence et cette isolation, moi, je la dédie et je la dévoue à l'acte de créer en architecture et en architecture d'intérieur. Mais j'écris énormément de textes liés à mon travail. Et je tiens à décrire les espaces que je fais. Ça m'aide à faire une introspection sur la vérité d'un lieu. Et en fait, je reviens à un lieu que je corrige sans arrêt parce que si le message que je veux énoncer n'est pas lié au lieu, alors il faut que Donc j'écris sans arrêt et en dessinant. Mais je ne prétends pas, non, à pouvoir un jour sortir un ouvrage, puis je ne pense pas que j'ai des choses si intéressantes à dire. Vous l'exprimez autrement. Dernière question culte dans Décodeur. Si vous faisiez un dîner avec 6 personnalités, qu'elles soient connues ou pas connues, décédées ou pas, qui seraient-elles ? Oui, alors c'est une chouette question. Bon, moi je dirais que c'est une table très féminine, pas par acte de féminisme, mais parce qu'on est bien aussi entre nous. J'aurais très envie d'avoir Etel Adnan, justement, Coco Chanel et Elsie de Wolf. Elsie de Wolf, parce que Karl Lagerfeld, c'est le premier livre qu'il m'a offert. C'était le livre de Elsie de Wolf, en me disant un jour, vous connaissez Elsie de Wolf ? Bah oui, je connais, mais j'avais peur de l'association. Et puis, en fait, je comprenais pas pourquoi il me disait ça. Et puis, en fait, Elsie de Wolf voulait tout transformer, tout embellir dans sa vie. C'était son acte de vie. Et donc, voilà, c'était un livre. André Poutman, parce qu'elle est iconique et mythique et extraordinaire et que par sa vie, elle a démontré aussi cette liberté d'être une femme et d'être une femme architecte d'intérieur. On en est à combien ? 4. Je pense Nadia Touaini aussi, poétesse libanaise, que je cite beaucoup à notre mariage au Liban, en bord de mer. Chacun avait dans son assiette le livre de poèmes, 20 poèmes pour un amour de Nadia Touaini. J'adorerais rencontrer Nadia Touaini. Donc 5. Et puis... il ne faut pas oublier Zaha Hadid. Zaha Hadid, parce qu'elle a laissé son empreinte sur le monde de l'architecture et sur le monde de l'architecture en tant que femme, parce qu'elle a été la première femme Pritzker Prize, et que ça me fascine, en fait, de penser à elle et de penser aussi à sa courte vie qui a été vraiment dévouée à la démonstration de son art, parce qu'être architecte, c'est être aussi artiste. Ça a été une grande artiste et pendant 20 ans, elle a vendu des dessins et des maquettes, mais elle ne s'est jamais arrêtée. Donc j'aime cette idée de la persévérance de Zaha Hadid, et ça m'amuserait beaucoup de me dire, mais qu'est-ce qu'elle pourrait se dire, Coco Chanel, Zaha Hadid, Etel Adnan, Nadia Touaini, Elsie de Wolf. Et vous, est-ce qu'avec votre univers si fort, c'est pas une façon aussi, je rebondis sur ce que vous dites, de peut-être vouloir laisser une empreinte ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous dans quelques années ? Je pense qu'il faut vraiment laisser aux autres le fait de trouver les mots, et j'y pense pas vraiment ce que les autres vont dire de nous. Je pense que ce qui est important, c'est d'incarner ce qu'on fait. Et le fait je pense qu'on se rapproche le plus
de la vérité de ce qu'on pratique lorsqu'on incarne réellement ce qu'on fait. Lorsque justement, le job n'est pas un job. C'est un lifestyle, c'est un mode de vie, c'est une passion. Lorsque l'engagement n'est pas un engagement forcé, c'est vraiment une conviction, une manière d'être. Et je crois que au-delà du geste, au-delà de l'empreinte esthétique, ce qui compte pour moi, c'est lorsqu'on pense qu'une telle personne incarne vraiment par ses actes, parce qu'elle réalise, parce qu'elle dessine, parce qu'elle fait ce qu'elle prétend être ou ce qu'elle aimerait être. On est toujours plusieurs personnes et on évolue sans arrêt dans la vie. Donc, j'aime pas du tout, en fait, le fait de bloquer les gens dans une case ou les définir indéfiniment par un seul adjectif. Mais voilà, j'aime cette idée de persévérance, de transformation et de quête de la beauté avec soif d'apprendre et une curiosité qui vous nourrit en permanence. C'est important. Ouais. Vous avez gardé, vous continuez à aller au Liban. Vous disiez, vous avez je vous ai pas parlé de ça, mais je sens que j'ai des auditeurs qui vont me dire que j'aurais pas abordé ce sujet, donc ça me vient assez spontanément. Il y a toujours une agence au Liban et vous travaillez. Comment on vit justement pour travailler sur des projets aussi beaux que vous pouvez faire dans un pays qui est peut-être un peu plus tourmenté. Oui. On est vraiment dans la tourmente en ce moment, donc non, l'activité est vraiment très très réduite et la situation ne s'améliore pas, malheureusement. J'avais un vol pour Beyrouth demain, mais comme j'ai un très gros dossier à rendre mardi, j'ai très peur que l'aéroport ferme. Donc, je décale mon vol. C'est pas mon cas à moi toute seule, c'est le cas de plusieurs personnes. Toute la diaspora libanaise vit un peu avec cet éternel déracinement, d'où la chance, en effet, d'être en Europe, d'être dans tous ces pays où on n'a pas besoin de se poser ce genre de questions. Regardez rien que récemment ce que nous venons de vivre. Et puis, bien sûr, on est tous touchés dans notre chair, c'est-à-dire un avion annulé, c'est pas grand-chose, mais de s'être promis de retrouver ses parents ou d'y aller pour retrouver ses équipes, c'est quand même un échec quelque part ou une frustration. Et c'est le constat qu'il faut continuer à avoir la foi, à y croire, mais que ça ne va pas s'arranger de sitôt, malheureusement. Donc on vit avec cette espèce de dualité où on ne peut pas du tout lâcher. J'en parle beaucoup avec mon ami Rabia Kairouz, que j'adore, qui malheureusement, lui, a été victime aussi de l'explosion du port physiquement. Moi, j'y étais pas à Beyrouth, je suis venue juste après. Je devais voyager le jour même, d'ailleurs. Et puis, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais on est constamment avec ce sentiment d'exil et en même temps, quand on est aussi au Liban, on sait que ça ne va pas durer longtemps. Donc, on a appris à vivre avec et puis on porte le Liban en nous. C'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que là où je me sens vraiment chez moi, c'est à Beyrouth, mais je me sens parfaitement parisienne aussi, très à l'aise en Suisse parce qu'il y a ces liens familiaux qui sont très forts et quelque part, la famille protège et cet acte de se réinventer protège. Donc, on n'est pas une seule personne toute la vie, on évolue et c'est important d'embrasser un peu cette multiples facettes de ce que l'on devient, de rester fidèle quand même à ses origines et non pas à ses racines. Et là, on peut conclure peut-être par cette idée merveilleuse d'Amin Maalouf, l'auteur libano-français, qui dit qu'il a choisi le mot « origine » pour son livre, un de ses derniers ouvrages, et non pas le mot « racine », car les racines sont faites pour les arbres. Les racines nous enracinent et on ne peut plus bouger, alors que les origines sont comme le début d'un chemin qui va du point de départ, mais qui reste ouvert toute la vie. Et j'aime beaucoup cette idée de rester fidèle à ses origines, mais ne pas revendiquer les racines comme un acte de fanatisme, parce que le fanatisme pousse à la colère et pousse aussi à se renfermer, alors qu'on est toujours dans un acte d'ouverture. Et c'est ça qui est merveilleux, qu'on apprend au Liban aussi, et qu'on apprend grâce à des auteurs fantastiques comme Amin Maalouf qui arrivent à incarner cette pensée. Eh ben, merci beaucoup pour cette belle conclusion. Merci beaucoup, Aline. De toute façon, c'était un bonheur d'échanger avec vous et d'en savoir plus sur votre univers et de vous entendre en parler. Merci beaucoup, Hortense. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.